Bonsoir Nansha. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, donc je vais quand même commencer la vidéo comme c'était prévu, puis je la verrai puisque le message a toujours la même importance. Et, les vidéos que j'ai fait précédemment ont été partagées. Donc je vais reprendre le fil, on va dire, de l'état d'esprit Yele Yamotema, qui est un programme pour aider les zones rurales à devenir autonomes, en tout cas à améliorer leurs conditions. Dans le contexte que j'avais précisé la première fois, qui est que dans les zones rurales, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des investisseurs extérieurs qui puissent investir, en tout cas pour l'amélioration de la vie des habitants, et qu'il faut faire avec les faibles moyens. Et une des premières dispositions, c'est l'idée de ne pas investir totalement et donc d'avoir des budgets sur lesquels on investit et d'autres sujets sur lesquels on fait des contrats, et notamment les contrats pour les terrains, les contrats pour les ressources humaines, les contrats pour la matière première, de façon à ce qu'on, en tant qu'un investisseur, on n'ait pas à payer ces différents aspects, mais qu'on puisse dire avec les personnes en zone rurale qu'on a un contrat à long terme et qu'au bout du contrat, le bénéfice de l'activité sera partagé au prorata de ce qui aura été investi par les personnes des zones rurales et des personnes extérieures. L'autre idée, c'était qu'on puisse investir non pas à court terme ni à moyen terme, mais plutôt à long terme. Donc d'investir sur une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, et dans le cadre familial, puisque c'est le cas dans lequel on peut se projeter à long terme. Et avec l'idée que au bout de l'investissement, une fois que à améliorer ces conditions, eh bien les familles qui ne sont pas dans le village puissent avoir un retour d'investissement. Et donc on avait parlé que ce soit une parcelle, que ce soit une partie des bénéfices plus tard. L'idée est que ceux qui ne sont pas dans le village puissent aussi avoir un retour sur investissement, pas immédiat, mais sur le long terme. Alors, une fois que les contrats sont faits, une fois que l'on a un contrat, on va dire, gagnant-gagnant sur le long terme pour l'amélioration des conditions dans les villages, l'idée c'est de s'organiser. Et donc, nous l'avons vu dans le groupe de Facebook, 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. A priori, tous les problèmes que rencontrent les zones rurales ont des solutions. Et des solutions, des fois prêtes à l'emploi, des solutions qui ne sont pas si difficiles que ça à mettre en œuvre. En tout cas, pour chaque problème, on a identifié des solutions. Et aujourd'hui, on peut dérouler un plan d'action pour pouvoir améliorer la vie dans les villages et leur permettre de passer moins de temps, par exemple, pour chercher de l'eau. Je vois dans beaucoup de villages, les mamans prennent 3 à 5 heures de leur temps par jour pour aller chercher de l'eau, et c'est du temps qu'elles ne peuvent pas consacrer par exemple à faire de l'artisanat et donc à développer l'économie locale. Donc l'idée, là, c'est de s'organiser, et donc la partie technique, c'est a priori la plus facile. Celle qui est la plus compliquée, évidemment, c'est la partie humaine, donc c'est l'organisation des personnes autour des projets. Et donc aujourd'hui, si on se réfère au modèle occidental, on a 3 types d'organisation. Le premier, c'est l'organisation étatique. C'est une organisation qui est en fait à l'échelle nationale et qui va prendre en charge les différentes directives, les différentes fonctions à réaliser pour améliorer ou en tout cas soutenir la vie des habitants. Alors c'est une organisation bien souvent qui est légiférée, il y a des décrets de loi, elle fonctionne de façon, comment dire, de façon stricte et contrôlée. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour l'initiative en dehors du cadre législatif.
Ensuite, il y a l'organisation, on va dire, entrepreneuriale. Alors, c'est l'organisation privée. Donc, ce sont des personnes qui créent des entreprises et qui décident comment elles vont s'organiser. Là, les organisations sont libres, mais de plus en plus, dans les cours de management ou autres, on s'aperçoit que le mode d'organisation des entreprises, il est grosso modo le même en suivant les tailles et que même à l'échelle mondiale, l'organisation, elle se standardise. Et puis la dernière organisation, je dirais que c'est l'organisation civile, celle du bénévolat, celle qu'on peut avoir dans un quartier, celle qu'on peut avoir dans une association et qui est à petite échelle et qui est au libre arbitre des différentes personnes. Alors, ce que je dois souligner dans ces types d'organisation, c'est que l'organisation, par exemple, d'un État, comment dire, elle est fermée et l'État d'à côté a sa propre organisation. Donc, il y a ce côté, comment dire, indépendant, c'est-à-dire que je fais une organisation indépendante de l'autre. Et puis, effectivement, il y a des fois des lois internationales, des conventions, ce genre de choses, mais il y a une souveraineté de l'organisation et personne n'a à rentrer à l'intérieur pour voir comment ça se fait. Et elle n'est pas faite d'ailleurs pour travailler avec les autres. La compétition est quelque chose de très admis dans l'organisation occidentale, c'est-à-dire qu'on va chercher à être le meilleur et le meilleur des fois au détriment de celui qui est à côté. Et c'est pas forcément méjugé. On parle même de guerre économique, par exemple, entre les entreprises, où il est admis de chercher à être le meilleur et à éliminer les concurrents. Donc, cette organisation-là, ces types d'organisations-là, donc ils sont, comment dire, autonomes les uns les autres. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'une autre organisation que j'ai appelée l'organisation fractale, qui est l'organisation qu'avaient développée les anciens en Afrique et qui est une organisation qui s'inspire du modèle de développement de la nature. Par exemple, un arbre, quand il se développe, il va faire une tige, quelques feuilles, et les feuilles vont commencer à faire des tiges et elles-mêmes des feuilles et ainsi de suite. Alors ça fait penser à une organisation pyramidale inversée, mais en fait, si on regarde bien, on s'aperçoit que c'est vraiment l'organisation qui est de départ qui ne fait que se copier, se démultiplier en autre organisation et donc c'est le même motif qui est répété. Alors que dans une organisation pyramidale, on a les organes de direction qui sont en haut de la pyramide, donc les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à faire par exemple l'entreprise, en général, ils finissent à la direction de l'entreprise, et ceux qui arrivent s'incrustent dans la pyramide. Alors que dans le système fractal, les premiers restent exactement à leur position de départ, mais les nouveaux viennent recréer le même motif, et ce motif-là est interconnecté au motif précédent. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces motifs-là, en fait, ils vont se mettre les uns en dessous des autres, c'est-à-dire que la première organisation centrale va, si par exemple on a 3 départements dans une entité, le département de la vente, celui de la comptabilité, de la production, eh bien en fait chacune des petites entités va aussi avoir de la vente, de la production et de la comptabilité, et l'organisation de départ de la comptabilité va chapeauter elle-même une autre organisation. Ce qui veut dire que à l'intérieur des strates, eh bien, on va avoir des personnes qui vont dire ben moi je suis d'un motif en fait très très reculé du premier motif, mais je peux discuter directement en matière de comptabilité avec le département comptabilité qui est responsable, qui était responsable au débarrage. Et ça c'est un modèle très intéressant parce qu'il va conserver la connaissance, il va conserver l'expertise et il va faire en sorte que l'entité de départ qui était la plus ancienne et donc qui a la plus d'expertise va pouvoir rayonner sans beaucoup d'énergie puisqu'il n'y a pas de fonction de direction ou de contrôle ou autre puisque chaque motif est autonome, mais en termes d'échange et de connaissances, de savoir et de, enfin, on va dire d'ingéniosité pour pouvoir faire au mieux pour chaque entité, on va avoir de la coopération, de la collaboration et un maillage naturel qui va se faire sans que le premier motif ait à mettre toute son énergie. Parce que ça, c'est un des gros problèmes des organisations pyramidales, c'est que quand la pyramide devient très très grande, le système s'alourdit et le haut de la pyramide doit avoir des
des moyens de plus en plus importants pour pouvoir avoir une incidence sur le bas de la pyramide. Et le deuxième inconvénient du système pyramidal, c'est qu'on se retrouve avec une situation où on a les directions, on va dire en haut de la pyramide, et l'exécution en bas de la pyramide, ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, on a la direction qui se détache complètement, entre guillemets, de sa base, et ça peut faire des problèmes d'information, de communication, et même de conflits à l'intérieur de l'organisation, ce qui est a priori moins le cas dans l'organisation fractale, puisque chacun des motifs est autonome et comment dire, n'a pas de relation comment dire, de subordination aux autres motifs. Alors, ce qui est intéressant, disons, à remarquer, c'est que si on regarde sur Google Maps les villages, on va dire les villages tels qu'ils étaient organisés traditionnellement, puisqu'ils conservent aujourd'hui le motif sur, on va dire sur la carte, on s'aperçoit que les villages ne sont pas comme ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire concentrés autour des routes ou des carrefours ou à un endroit, mais au contraire bien répartis presque, on va dire, avec une règle entre chaque village pour que chaque village puisse lui-même faire ses propres motifs et s'étendre. On est vraiment dans l'organisation comme l'arbre, c'est-à-dire que chaque entité va créer de nouvelles entités autour d'elle de façon très répartie et de façon naturelle, puisque j'étais, par exemple, dans une entité dans mon village, j'avais une certaine fonction, on était organisé de cette façon-là. Eh bien, moi, je prends mes bagages et je vais créer une nouvelle entité avec exactement les mêmes fonctions pour la reproduire. Et ça, ce sont des choses qui sont prévues longtemps à l'avance, puisqu'on le voit. Moi, personnellement, mon village, il était a priori dans les années 1700. Donc, en 1700, on voit bien que les premiers villages, ils étaient déjà bien séparés pour anticiper la progression démographique. Et donc, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que à l'échelle continentale, on retrouve aussi cette organisation avec des spécialités, puisqu'on s'aperçoit que régions, mais grosses régions, je veux dire nations, grands territoires, immenses territoires, ils étaient dédiés alors soit aux minerais, soit à la prêtrise, soit à différentes compétences, et qu'à l'échelle continentale, on avait des compétences qu'on va retrouver au niveau des villages. Ce qui veut dire que ce motif-là, s'il est à la petite échelle comme à la grande échelle, c'est qu'il devait y avoir des échelles intermédiaires, et donc qui faisait que sur une échelle d'un continent aussi grand que l'Afrique, on pouvait avoir des spécialités qui étaient au service de tout le monde. Je pense notamment à ce qui est minerai. L'Afrique est dotée de ressources minières sur toute sa superficie, et c'est impressionnant de voir que il n'y a que certaines mines qui ont été exploitées et qui devaient faire le travail pour les autres entités sur ce modèle fractal, c'est-à-dire que c'était une spécialisation, donc c'était important que certaines personnes le prennent à bord, et donc dans le continent, il y avait certains groupes qui étaient spécialisés là-dedans et qui produisaient pour les autres groupes. Et à l'intérieur de chaque groupe, et là je suppose, il devait y avoir des gens qui étaient spécialisés dans les minerais et qui eux-mêmes étaient en relation avec cette première entité et qui reproduisaient le modèle et ainsi de suite. Donc, dans le cadre Donc, les avantages de cette organisation fractale, donc ce que j'ai dit, c'est la faible énergie d'organisation, puisque tout le monde est autonome. C'est juste des coopérations qui se mettent en place, suivant un motif qui a été validé par les anciens et donc qui n'est que reproduit. Ensuite, il y a beaucoup de coopération, puisque les entités, en fait, c'est pas qu'elles dépendent des autres, mais elles se mettent ensemble au niveau de leur référentiel métier, de leurs connaissances et autres. Donc, elles disent, moi, je fais comme je veux, mais c'est quand même mieux de faire comme les autres savent faire. Donc, il y a une coopération qui se fait entre les différentes entités, et aussi pas de compétition, puisque chacun s'occupe de son territoire et on va pas manger sur les territoires de l'autre. C'est pas quelque chose, c'est pas une pieuvre tentaculaire qui s'étend, mais c'est bien un système qui a fait ses preuves et qui se répartit sur les territoires. Puis un dernier avantage non négligeable qui est en fait au niveau du recrutement.
C'est-à-dire que comme le motif est déjà préétabli, ça ressemble à un organigramme type de, on va dire comme dans une entreprise, et donc on sait qu'on a besoin de telle personne pour avoir telle fonction. Et donc on va chercher des personnes pour remplir la case de la fonction qui est déjà prévue. Et donc pour remplir une case d'une fonction qui est déjà prévue, ça veut dire qu'on a déjà établi l'aptitude de la personne qui doit être dedans, on doit avoir établi les connaissances qu'elle doit avoir, on doit avoir établi aussi l'expérience qu'elle doit apporter. Et donc, ça permet d'avoir des grilles pour les formations, ça fait des grilles pour les choix des candidats, des grilles aussi pour dire ben, cette personne-là, elle est apte ou pas. Et ça, c'est très intéressant, surtout au démarrage, parce que on va avoir le motif qui est déjà fait et on n'aura qu'à trouver la personne qui correspond au motif. Alors que dans une organisation qui n'est pas de ce type-là, comme on ne sait pas comment on va s'organiser puisqu'on attend que les premiers se mettent en place, on peut avoir des premières personnes qui se mettent en place parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont plus opportunistes que les autres ou parce qu'elles ont plus de réseau ou autre, mais elles n'ont pas forcément les compétences et une fois qu'elles seront là, eh bien, entre guillemets, elles vont noyauter bien malgré elles le système et elles vont le rendre moins efficace que si on avait décidé dès le départ qu'il nous fallait tel profil. Et puis le dernier avantage, non, ça je l'ai déjà dit, c'est la cohésion, puisque le système est fait pour justement étendre les savoirs, étendre les connaissances. Donc il n'y a pas des gens qui vont faire le secret de leur connaissance. Au contraire, le système est là pour que tout aille bien au plus grand, disons, à la au plus grand périmètre de la société. Alors, juste à titre d'exemple, on avait fait l'exercice dans un groupe Facebook en disant, ben, par exemple, si on prend les villes de Mweneditu et Nganajika, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elles auraient des spécialisations? Et en fait, ben, c'était assez évident puisque Mweneditu, c'est une ville ferroviaire qui a un aéroport et donc c'était évident que si elle devait spécialiser, ça serait dans les transports. Et par exemple, Nganajika est une ville qui regorge de matériaux pour faire des ciments, pour faire du sable, des vitres ou autre. Donc c'est évident qu'elle peut pourrait être spécialisée dans tout ce qui est matériaux. Et donc l'exercice de dire qui doit faire quoi en fonction de son territoire, de ce qu'il y a, de son histoire, c'est quelque chose d'assez naturel et les êtres humains le font bien souvent à petite échelle, mais c'est aussi le cas à grande échelle. On le voit aujourd'hui dans les différentes entités en Europe, en Chine ou autre, on a des spécialisations comme ça territoriales, comme la Silicon Valley, dans lequel on a tout ce qui est high-tech. On va avoir, par exemple, aujourd'hui, on se dit, ben, si je veux des équipements, ben, je vais aller en Chine. Si je veux des logiciels, je vais aux États-Unis. Si je veux comment dire, de la technologie ou de la recherche-développement, je vais aller en Europe. Donc on a déjà ces spécialisations territoriales qui en fait ce sont les spécialisations de l'expérience. C'est-à-dire qu'à force de faire, ben, on voit bien que c'est toujours cette région-là qui se débrouille mieux que d'autres et c'est au bénéfice des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la spécialisation territoriale est là, eh ben, la tension concurrentielle, elle diminue parce qu'on dit, bon, ben, ils savent tellement bien faire qu'on ne va pas s'embêter à refaire la même chose, on va les laisser et c'est eux qui prennent le lead. Et ça, c'est quelque chose de très positif aujourd'hui sur la planète, c'est que ben, les humains sont en train de se répartir les tâches et sont en train de se répartir les tâches comme ils le faisaient dans l'ancien temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ben, quelles tâches l'Afrique et les Africains vont prendre là-dessus. Alors pour revenir sur le programme Mayele Yamotema, l'idée c'est de ne pas mettre en place ce genre de choses tout de suite, bien évidemment, mais comme je disais, pour 3 tonnes, nous on est là depuis 4 ans, on a travaillé, on a des résultats, des choses, parce que on l'a fait justement sur le long terme, donc on a une expérience. Et donc l'idée de Mayele Yamotema, c'est aussi d'avoir une expérience donc dans 5-10 ans, sur la façon d'organiser avec la plus faible énergie, le plus faible effort et le plus grand impact, l'amélioration des zones rurales. Et donc pour tout ce qui va être culture, par exemple du jardin, pour tout ce qui est potabilisation de l'eau, pour ce qui est électrification, c'est évident qu'il n'y a pas besoin d'organisation transversale. C'est quelque chose qui se gère à la personne elle-même
mêmes. Mais pour faire ça, il faut d'autres compétences, notamment comme on avait vu sur les savoirs et les équipements. Et c'est sur les savoirs et l'équipement qu'il est intéressant de ne pas dire que on va commencer à s'occuper d'un village là, on va lui faire tout ce qu'il faut pour l'électricité, on va lui faire tout ce qu'il faut pour son eau et tout ça. Et puis après, les autres villages vont en avoir besoin. Donc de ce village-là, tout va partir et on va concentrer des connaissances, des compétences. Et là, on est parti pour la pyramide, c'est-à-dire l'organisation, on va dire, à l'occidentale. Et donc, l'idée dans Mayele Yamotema, c'est aussi de commencer dès maintenant à pressentir des régions, des territoires par village ou par plus grande, comment dire, disons plus grand territoire qui pourraient être prédisposés. Par exemple, on va avoir besoin de semences, on va avoir besoin d'outillage, on va avoir besoin de connaissances, d'enseignement, et c'est déjà à voir quelles sont les entités qui vont pouvoir accueillir ça de façon répartie. Voilà, donc c'était l'objet de cette vidéo, de parler du futur, de voir les choses à long terme, parce que les voir à court terme, ça, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne fait pas aller plus vite. Et des fois, c'est même l'inverse. Donc, c'est de se poser, de réfléchir même à des choses qui peuvent sembler très lointaines, mais qui, en fait, grâce à l'organisation fractale, ne demandent que de s'organiser pour construire ce premier motif et après, imaginer le répartir dans le temps et surtout naturellement, puisque le motif, il est, comme on dit, open source. On le met sur la place publique et tout le monde peut le recréer comme il le souhaite ou s'il le souhaite surtout. Voilà. Donc j'ai terminé ce que j'avais prévu de présenter. Et s'il y a des questions ou des commentaires, je suis ravie d'y répondre en direct. Et ou bien je répondrai une fois la vidéo terminée. Ah, je vois que je ne suis pas... Alors, oui, Kamanda, donc ce serait intéressant de diffuser certains résultats sur le terrain. Oui, alors ça c'est dans le cadre de 3 tonnes, parce que Mayele et Yamotema, on est en train de commencer, donc on a quelques familles là qui sont en avant-garde, qui nous ont rejoints pour expérimenter, donc on ne peut pas parler de résultats pour Mayele et Yamotema, et après pour 3 tonnes, en fait, ce qu'il y a c'est que l'autonomie c'est quelque chose j'allais dire d'individuel ou même de familial, et donc il y a des personnes qui ont commencé à faire leur jardin et quand on voit les résultats, faire un jardin, c'est pas extraordinaire de faire un jardin puisqu'il y a plusieurs personnes qui le font. Mais faire un jardin quand on l'a jamais fait, c'est déjà quelque chose. Faire un jardin quand on n'a jamais pensé à le faire, c'est ça, c'est ces petits jardins qui, un à un, peuvent a priori faire des grands jardins et changer la donne puisque on va dire en théorie, si tout le monde a son jardin, eh bien l'organisation humaine ne se fera pas du tout comme aujourd'hui avec des commerçants, avec des entités telles qu'on le voit aujourd'hui. Donc les résultats sur le terrain, il y en a, mais ils sont dispersés, ils sont diffus et c'est vraiment pas au poids, hein, c'est surtout sur la façon de commencer de changer d'état d'esprit. Et puis aussi l'autre chose que je devrais préciser, c'est qu'on est sur Facebook. Donc Facebook, ça concerne des personnes qui ont les moyens d'accéder au réseau et donc c'est pas forcément les personnes qui en ont besoin. Mais bon, je vois que l'idée déjà d'être fier de travailler dans le champ, d'aller de parler d'agriculture, de parler de plantes pour se soigner, sont des idées qui diffusent de plus en plus. Alors je ne sais pas si 3 tonnes y est pour quelque chose, mais en tout cas, c'est dans l'air du temps et ça change. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Donc, ben, je vais rebondir sur cette question pour parler alors de l'organisation fractale, parce que dans le sens résultat, moi ce que je constate sur le terrain, c'est que la plupart du temps, les organisations qui se mettent, ce sont des organisations, on va dire, d'ordre vertical. C'est-à-dire qu'une ONG va s'occuper d'un village et elle va faire ce qu'elle peut pour ce village. Et il est très difficile d'avoir euh, des organisations transversales. Parce que justement, dans le modèle organisationnel occidental, normalement, c'est l'État qui s'occupe du transversal et chacun s'occupe de lui. Et donc, comme l'État aujourd'hui, il n'est pas en mesure de le faire, et bien aujourd'hui, on a cette organisation qui est difficile parce qu'une ONG, comme va s'occuper que du territoire, si elle a à faire des choses qui concernent le transport, eh bien, elle va être en difficulté pour le transport. Dans une autre organisation, on pourrait imaginer que ce serait intéressant d'avoir des ONG qui s'occupent que du transport, qui s'occupent des courriers, qui s'occupent des activités transversales du pays pour faciliter. Mais ça va être difficile pour ces ONG de s'occuper de façon transversale parce qu'il va falloir qu'elles s'organisent avec des gros moyens pour pouvoir être sur tout le territoire. Et donc, l'organisation fractale pour les transports pourrait être intéressante puisque on pourrait dire, ben, déjà, organisez-vous de votre transport de cette façon-là sur les petites entités et connectons les entités de telle ou telle façon. Ce qui voudrait dire qu'au lieu d'avoir un transporteur national pour tout le monde, on aurait des milliers et des milliers de petits transporteurs, mais qui savent travailler entre eux parce que dans le motif de base, eh bien, on aura spécifié comment on choisit un transporteur, comment on va le labelliser, comment on va dire s'il est bon, comment on va tracer s'il est en retard, s'il est à l'heure, si les personnes qui travaillent avec lui sont fiables. Ce sont ces différentes choses qu'il faut mettre sur le papier pour dire, ok, ben cette entité de transport, même si elle est petite, on la prend à bord et donc on prend à bord des milliers d'entités qui fonctionnent chacune autonome, mais dans le cadre d'un grand réseau. Et l'effort pour mettre ce réseau, déjà, il est moins important que quand on fait une structure pyramidale, en tout cas en termes de moyens, puisque chaque entité va investir dans son petit territoire. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, le numérique, faire un serveur dans lequel on va répertorier les différents transporteurs et les faire travailler ensemble et les interconnecter avec des smartphones, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Il n'y a aucune difficulté technique. Il faut juste le réfléchir au démarrage, mais c'est bien cette approche transversale qui est aujourd'hui, à mon avis, le plus grand frein pour les activités de terrain, puisque les ONG ont comme des moyens pas très importants pour s'occuper déjà des villages. Donc aller commencer à faire une grande entreprise de fret, tout ce genre de choses, ça n'a pas de sens. Mais plusieurs petites entreprises de fret coordonnées par une petite entreprise de service, c'est ça qui peut faire du sens. Voilà. En tout cas, bienvenue pour les nouveaux projets, Kamanda, oui. En fait, pour être dans les projets aujourd'hui, il faut vraiment avoir le sens d'être pionnier, hein, c'est-à-dire que on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on s'organise, mais on y va parce que justement, c'est en expérimentant qu'on va créer le motif qui, lui, va faire ses preuves. Et quand on a le bon motif, ben après, on l'ouvre à tout le monde et tout le monde peut copier et utiliser. C'est vraiment l'esprit aussi dans 3 tonnes. Nous, l'idée, c'est pas de cacher de l'information, c'est qu'on donne les informations aux différentes à tout le monde et puis certains vont les utiliser pour eux, d'autres vont en faire un commerce, d'autres vont faire ce qu'ils veulent, hein. Mais le principe c'est de donner les savoirs et les connaissances au maximum de personnes pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent s'en sortir. C'est le principe de l'autonomie, hein. C'est de comment dire, désarticuler en fait, de décompresser des systèmes qui sont trop compacts. C'est le résultat du capitalisme, hein. C'est-à-dire qu'on met tout l'argent à un endroit, on a de gros moyens, donc on fait de grosses choses, mais si on n'a pas de moyens, ben, il ne se passe rien. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, et sinon je vais arrêter la vidéo.
Mais je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc bah, merci à tous qui étaient là. Et puis je vais diffuser la vidéo en différé. Et, euh, et je vous dis bah, donc à 15 jours, dans 15 jours, puisque le rendez-vous commence à être pris à chaque fois. Merci à tous et bonne fin de dimanche.